Ces autotests sont pour toutes les personnes asymptomatiques de plus de 15 ans, soit dans le cadre d'un dépistage ciblé à une grande échelle, dans les écoles par exemple, soit dans la sphère privée. Selon l'université de Vienne, seuls 20% des cas positifs sont repérés parmi les jeunes écoliers, 25% pour les plus âgés. Le test devrait présenter une sensibilité clinique supérieure à ou égale à 80% pour pouvoir être autorisé, et la France a de gros doutes. Alors ça marche, mais ça dépend dans quelles circonstances on les utilise. Il ne faut pas les utiliser chez des personnes symptomatiques ou chez des personnes qui sont cas contact, qui elles doivent plutôt réaliser un test de PCR. En revanche, ils peuvent avoir un intérêt dans des populations qui sont complètement saines et qui doivent faire de façon très fréquente des dépistages. Parce qu'avec un test de PCR, on est sûr de ne pas louper un positif, sachant que les autotests sont très utiles parce qu'ils sont faciles d'utilisation. En revanche, ils sont beaucoup moins sensibles, donc ils vont être beaucoup moins capables de détecter, par exemple, des petites quantités de virus. Donc pour ça, les PCR, c'est beaucoup plus efficace. Donc il ne faut pas les utiliser chez les personnes qui ont de très forts risques d'être infectées. L'idée, c'est vraiment d'éviter les faux négatifs. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui croit qu'il est négatif et en fait qui excrète du virus et donc qui pourrait infecter d'autres personnes par contamination. En Allemagne, ils ont estimé que cette sensibilité était autour de 70%. En France, si on se fie aux tests antigéniques qui sont techniquement très très proches, on est plutôt autour de 50-60% dans ce type de population asymptomatique. Et bien sûr, si on est dans des populations de patients symptomatiques ou des patients dont on sait qu'ils excrètent beaucoup de virus, là, on augmente beaucoup plus la sensibilité de ces tests, bien sûr. Le test nasopharyngé très très profond, ça fait mal et donc le faire très souvent, ça peut être un peu gênant. Donc de faire un test nasal, donc on introduit les coupillons seulement 2-3 cm au niveau de l'entrée du nez, ça fait moins mal. Après du coup, c'est vrai que ça engendre aussi une baisse de sensibilité. On compense le manque de fiabilité ou de sensibilité par le fait de le faire dans des populations qui de toute façon ne seraient pas fait tester par d'autres techniques plus fiables. On le fait de façon fréquente, idéalement toutes les semaines, puisque la durée d'incubation est environ de 5-6 jours, donc une fois par semaine, c'est vrai que ça serait cohérent avec la durée d'incubation. Quand on teste dans des populations asymptomatiques, c'est évident qu'il y aura beaucoup moins de pourcentage de positifs que dans des populations symptomatiques. Alors après, c'est une question de coût-efficacité. Si on a mis beaucoup d'argent pour tester une grande population qui est complètement négative, c'est vrai que là, on a perdu beaucoup d'argent. Si ça permet quand même de détecter quelques cas qu'on n'aurait jamais détectés par ailleurs, là, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore fait des études similaires en France et ça serait intéressant de le faire. Les enfants, comme ils sont en contact avec beaucoup de personnes à l'école, ça permettrait de faire un diagnostic vraiment aléatoire en fait, de personnes qui ne seraient jamais allées se faire tester. Et notamment, ce qu'on appelle, vous savez, des supercontaminateurs. C'est à la fois quelqu'un qui excrète beaucoup de virus et aussi qui est en contact avec beaucoup de personnes. À l'école, vous pouvez avoir tout à fait des sujets qui excrètent du virus sans le savoir et qui peuvent infecter les élèves autour. Des autotests qui ne sont pas très sensibles auraient quand même une sensibilité suffisante pour détecter ces personnes qui seraient à risque de contaminer beaucoup de monde. Il y a des nouvelles études qui ont été publiées et qui ont testé leur utilisation dans des populations de moins de 15 ans. Donc la Haute Autorité de Santé, du coup, a levé cette limite d'âge. C'est vrai que jusqu'à présent, on avait utilisé, vous savez, les tests salivaires pour dépister les enfants. C'est exactement pareil, ça veut dire que ça va être un test de PCR. Tout comme les tests nasopharyngés qui sont faits par PCR. On va prendre de la salive d'un enfant. On estime qu'il y a à peu près une perte de 20% en sensibilité
dans le milieu salivaire par rapport au test nasal profond, nasopharyngé. Jusqu'à présent, on détectait le SARS-CoV-2 dans le cas de dépistage massif dans les écoles à l'aise de tests salivaires. Peut-être que les autotests vont prendre soit le relais, soit vont compléter cette stratégie. Alors, il faut immédiatement s'isoler. Il faut prendre rendez-vous dans le laboratoire le plus proche. Il faut que ce test soit confirmé par PCR absolument. Et dès lors que le test de PCR est positif, le résultat part dans des plateformes numériques qui effectuent le contact tracing, donc qui vont répertorier tous les cas contacts, qui vont téléphoner à tous ces cas contacts, et ensuite la chaîne de transmission sera brisée. Et c'est ça l'utilité du contact tracing.